Bien, alors effectivement, j'ai travaillé sur le modèle économique du projet présenté par Henri tout à l'heure, euh, donc avec une grande naïveté hein, sur la question, et donc les questions, elles sont venues à mesure qu'on réfléchissait au problème. Et première chose importante à dire, c'est que la question du modèle économique des formations flexibles, il faut la poser dans le bon sens. C'est-à-dire que dans les premiers temps, on disait, mais la flexibilité, la pédagogie inversée, c'est peut-être une solution aux problèmes économiques des établissements parce qu'on va générer beaucoup d'économies en passant à ce modèle-là. En réalité, c'est complètement faux parce que la flexibilité qu'on apporte à la pédagogie, c'est du sur-mesure, comme on l'a vu dans d'autres présentations. On passe du standard de l'uniforme, qui est le cours magistral avec des TD, voire des TP, à quelque chose de beaucoup plus ajusté aux besoins de chaque étudiant. Donc c'est un peu comme dans le monde de l'industrie, on passe d'un modèle industriel à un modèle sur mesure, donc qui apporte plus de qualité, mais qui, a priori, est beaucoup plus coûteux. Et la question qu'il faut se poser, c'est pas est-ce qu'on va passer à la pédagogie flexible pour faire des économies dans notre système éducatif qui est quand même très contraint, mais c'est de s'interroger sur quelles sont les conditions qui nous permettent d'introduire de la qualité, de la flexibilité dans nos formations. Et donc, on va voir que ce n'est pas toujours possible, donc il faut s'interroger dans quelles conditions on peut apporter cette flexibilité et comment l'organiser pour que ce soit viable, soutenable économiquement. Alors la flexibilité, ça concerne aussi bien l'organisation dans le temps, dans l'espace, dans les programmes, dans l'adaptation aux besoins des étudiants et des enseignements. Alors, le paramètre clé qui va nous permettre d'aborder cette soutenabilité économique, c'est la réussite étudiante. On a parlé. Alors la réussite étudiante, ça doit être un objectif noble de toute pédagogie. Ça doit être aussi un objectif économique. Évidemment, je reste sur ce prisme économique dans ma présentation, mais ça ne veut pas dire qu'on ignore les autres vertus de la réussite étudiante. On est dans un système où on est habitué à raisonner. Alors, première chose à dire, c'est que le coût économique d'une formation, c'est principalement dans nos métiers, c'est le coût de l'heure d'enseignement. Évidemment, autour de ça, on va dire, il y a un environnement, donc on pourrait parler d'heures d'enseignement environnées avec tous les coûts administratifs, les coûts logistiques qui tournent autour, mais principalement, ce qui fait le cœur de ce coût, c'est l'heure d'enseignement. On a l'habitude de raisonner dans nos systèmes, y compris notre tutelle quand on dépend du ministère de l'Enseignement supérieur, on a l'habitude de raisonner en H sur E. Tout à l'heure, je crois que c'est Henri qui en a parlé. Donc, le nombre d'heures consacrées à l'étudiant. En fait, c'est le nombre d'heures globalement qu'on dépense rapporté au nombre d'étudiants. Ce concept-là, c'est un concept qui nous amène à multiplier les heures et à essayer de répondre toujours à un nombre d'étudiants qui affluent avec les moyens qu'on a. Il faut passer à un raisonnement qui est beaucoup plus de se focaliser sur le nombre d'heures qu'on consacre pour faire réussir les étudiants. Dit d'une autre manière, quel est le volume d'heures qu'on a consacré au cours d'une année pour combien d'étudiants qui ont réussi. Et alors là, ça change complètement le prisme, parce que c'est l'exemple que j'illustre ici. Il y a très peu de chiffres dans ma présentation. On m'a interdit d'en mettre trop. Il y en a moins d'ailleurs que dans celle de Henri. Et donc, dans une pédagogie standard, on raisonne d'abord sur le H sur E, parce que quelque part, c'est un peu comme ça que notre tutelle fonctionne. Donc on se dit, il va falloir organiser nos maquettes de formation en sachant qu'au total, on a des moyens qui sont distribués, qui sont alloués, qui sont autour de 10 heures par étudiant. Je prends une formation complètement arbitraire, mais on est sur des chiffres à peu près de cet ordre-là quand on travaille en licence à l'université. Évidemment,
ces 10 heures qu'on va consacrer à l'organisation des programmes vont aboutir à faire réussir une partie, selon la qualité de notre travail, vont aboutir à faire réussir un certain nombre de ces étudiants. Imaginons que le taux de réussite soit de 20% sur l'année. Si maintenant je regarde combien j'ai consacré de moyens à ces 20% d'étudiants qui ont réussi, donc évidemment c'est qu'un cinquième de la population globale des étudiants, donc le 10 de H sur E va devenir 50 heures par étudiant qui réussit. Si on inverse le prisme, c'est-à-dire on part de l'idée combien d'heures je vais consacrer par étudiant qui vont réussir, donc si je pars de ces 50 heures, et que je me dis, j'ai un modèle, une organisation pédagogique qui me permet d'avoir une augmentation de mon taux de réussite, dans l'exemple, je passe à 40% de réussite, je double le taux de réussite, ce qui n'est pas quelque chose d'inconcevable dans beaucoup de formations, eh bien, en particulier dans les premières années de l'université, eh bien, dans ce cas-là, je me dis, mais je vais pouvoir organiser mes maquettes d'enseignement et consacrer en moyenne 20 heures par étudiant inscrit. Et 20 heures au lieu de 10, eh bien, c'est beaucoup plus confortable parce que dans ce cas-là, ça libère des heures pour pouvoir faire de l'accompagnement beaucoup plus fin, faire du tutorat individuel ou collectif. Là, j'ai traduit, et sans tenir compte du différentiel de rémunération entre une heure de tutorat et une heure TD ou une heure cours, si on dit que tout est payé de la même manière, eh bien ces 10 heures qu'on va gagner par étudiant, ça permettra de faire 10 heures de tutorat individuel sur chaque étudiant. Si on le fait en tutorat collectif, à raison de groupes de 10 étudiants du tutorat collectif, ça permet de faire 100 heures de plus. Ces heures-là, c'est des heures à haute intensité pédagogique, donc à haute productivité, et donc celles qui facilitent, qui permettent la réussite de l'étudiant. Alors, donc ça c'est le paramètre clé. Maintenant, on se posait la question tout à l'heure, dans quelles conditions la flexibilité est-elle soutenable, est-elle viable économiquement? Donc, on part du constat, c'est que notre pédagogie industrielle, elle s'adapte mal à toute la diversité des situations. Et donc, il faut introduire la flexibilité pour pouvoir répondre à cette hétérogénéité. Donc, autant dire que lorsque vous avez affaire à des populations beaucoup plus homogènes, quand c'est des publics qui ont été déjà sélectionnés, qui arrivent en fin de cursus, on a moins d'hétérogénéité, on a moins d'enjeux de la flexibilité. En revanche, quand des formations qui sont moins sélectives, où les étudiants arrivent avec différents profils, avec différents prérequis, là, on a une hétérogénéité et travailler sur la flexibilité, ça va être tout à fait productif parce qu'on va pouvoir améliorer considérablement les chances de réussite. Alors l'hétérogénéité des attentes, là, quelques exemples, mais ça a déjà été évoqué dans d'autres présentations, c'est le fait que les étudiants peuvent se trouver dans différents lieux. Comment on gère ceci? Eh bien là, la flexibilité, organiser une pédagogie rapprochée permet d'être beaucoup plus efficace, d'atteindre beaucoup mieux ces publics-là. Des étudiants qui ont des rythmes différenciés. On parlait des sportifs de haut niveau qui veulent adapter leur formation sur 3 ans au lieu de 2, par exemple pour un master, donc qui ne sont pas sur les mêmes rythmes et à qui il faut apporter une réponse particulière. Les programmes de formation à la carte, où les gens accumulent des unités de valeur qu'ils choisissent librement, donc des parcours modulaires, c'est aussi une situation dans laquelle on gagne effectivement à traiter de la flexibilité. Il y a aussi l'hétérogénéité des besoins, ça concerne beaucoup la licence dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la diversité des cursus initiaux qui impose de faire des mises à niveau différenciées pour chaque étudiant, ou les différences de niveau et de besoins qui font que certains auront plus de besoins dans telle discipline, d'autres dans d'autres disciplines. Alors, donc, l'enjeu principal par rapport à cette réussite étudiante, c'était l'intensité pédagogique dont parlait tout à l'heure Henri, dit d'une autre manière, il faut absolument organiser la formation pour que soit présent aux enseignements
les étudiants qui en ont réellement besoin. Donc c'est de maximiser l'assiduité. Alors l'assiduité, encore une fois, c'est un enjeu d'abord pédagogique, mais c'est aussi un enjeu économique fondamental dans le programme, dans l'organisation des choses. Alors, il s'agit de réserver l'enseignement présentiel à des étudiants qui vont en retirer quelque chose et qui sont motivés pour pouvoir suivre ces enseignements. C'est là où il y aura l'interaction la plus forte. C'est là-dessus qu'on gagne sur la réussite des étudiants. Et la ressource d'enseignement, c'est une ressource qui est précieuse, qui est rare, hein, c'est du capital humain, et il faut essayer de ne pas le gaspiller en le distribuant à des étudiants qui sont pas... Enfin, qui ont des chances d'abandonner, qui n'ont pas de besoin parce qu'ils maîtrisent déjà la matière, ou au contraire, qui auraient plus de besoins dans d'autres disciplines. Donc, il s'agit vraiment de travailler sur cette assiduité des étudiants et donc de concentrer l'enseignement sur des publics qui seront présents, mais je dirais présents pas uniquement physiquement, mais présents dans l'attention aux enseignements. Et c'est là-dessus, en concentrant l'enseignement sur des personnes qui ont des besoins, qu'on arrive à rendre le système économiquement viable. Alors, dernière petite chose pour traiter de cette soutenabilité économique, c'est d'abord de dire qu'il faudrait que notre tutelle réfléchisse un peu plus à donner des moyens en faveur de la réussite étudiante et pas simplement à coup de programmes ponctuels, mais changer aussi son prisme. C'est de ne pas donner des moyens en fonction du nombre d'étudiants inscrits, mais de donner des moyens en fonction de la réussite. Deuxième chose importante, c'est qu'il faut que les universités, les établissements d'enseignement s'adaptent. C'est-à-dire qu'il faut changer la logistique immobilière. Il faut beaucoup moins d'amphis, il faut beaucoup plus de petites salles d'enseignement. Donc, il y a quand même tout un travail d'investissement à faire pour accompagner ce changement-là. Également, il faut comprendre que l'enseignement, c'est pas juste dispenser des cours, mais c'est tout l'accompagnement qui va autour, c'est toute la logistique qui permet d'avoir un suivi fin des étudiants. Dans l'organisation de la formation, là, il y a des enjeux très importants, c'est d'être capable d'avoir une réactivité, de pouvoir organiser quasiment d'une semaine à la semaine suivante le planning des tutorats, parce qu'il faut que les étudiants puissent adapter s'inscrire quasiment cours par cours, tutorat par tutorat, à mesure des besoins. Donc là, c'est un gros travail effectivement d'organisation qui nécessite aussi des outils de pilotage assez fins. Évidemment, on a besoin de toute l'ingénierie d'études pour avoir un meilleur suivi des étudiants, de leur réussite, de l'organisation de leur parcours. Il faut pouvoir organiser les parcours à base de briques qui sont capitalisables, qui se conservent dans le temps. Et puis, évidemment, la semestrialisation est quelque chose qui favorise aussi les choses parce que ça permet de mieux s'organiser dans le temps, cette flexibilité, de permettre aux gens qui échouent au cours d'un semestre de pouvoir retrouver un cours la semaine suivante pour éviter de perdre une année complète. Alors, dernière petite chose importante, c'est qu'évidemment, ça peut changer aussi la vision du service de l'enseignant. L'enseignant-chercheur à l'université qui doit un service de 192 heures de présentiel, eh bien, si on veut l'inciter à passer à ce genre de pédagogie, il faut travailler beaucoup plus sur l'idée d'un contrat et d'un contrat pluriannuel pour qu'il développe des ressources pédagogiques, comme on l'évoquait tout à l'heure, et que ces ressources pédagogiques qu'il développe ne soient pas payées une fois un an, l'année où il les développe, mais qu'ils puissent capitaliser ça sur plusieurs années. Donc il y a une réflexion évidemment à avoir là-dessus, et il faut éviter aussi que les enseignants soient transformés pour les uns en des concepteurs de cours et d'autres de tutorat. Donc il faut avoir une vision un peu collective de la chose, et la vision collective qui peut être favorisée par un travail beaucoup plus en équipe. Voilà pour faire en termes ça. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour rebondir sur le dernier point que vous avez abordé, la rémunération sur plusieurs années de la conception de matériel pédagogique, Henri a parlé de one shot, vous avez parlé de l'actualisation sur le temps. Est-ce que vous avez des pistes de solutions à proposer sur ce sujet ? Il me semble qu'on est capable d'avoir des contrats pédagogiques avec les enseignants. On avait les primes d'encadrement de recherche, on a différents systèmes de primes qui sont conçus sur la pluriannualité. Donc on peut très bien imaginer d'avoir des contrats pédagogiques avec les enseignants qui les engagent sur une durée par exemple de 5 ans, où pendant 5 ans, ils vont être rémunérés pour avoir développé du matériel pédagogique, pour l'actualiser. Et évidemment, ces primes sont des primes qui peuvent être converties en heures d'enseignement, c'est-à-dire qui viennent se substituer aux heures d'enseignement qu'il ne le fera pas, parce que justement, les étudiants s'auto-forment. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette thématique importante, technique parfois? Alors oui, il y a quelques questions. Les micros arrivent. Bonjour, je suis Aurélie Perrin, je suis enseignante-chercheuse à Aix-Marseille Université. J'aimerais savoir dans votre propos ce qui est de l'ordre du résultat et ce qui est encore programmatique. Je suppute que la dernière diapo est programmatique, mais est-ce qu'il y a des résultats mis en œuvre dans votre modèle économique? Il me semble que oui. Alors là, je me retournerai volontiers vers ceux qui administrent le programme. Moi j'ai travaillé sur le modèle économique, hein, donc pour vous dire, c'est programmatique, effectivement. Dans ceci. En revanche, ça s'appuie sur des expériences qui ont été faites, notamment sur Grenoble, sur la licence en STAPS, c'est-à-dire que ce qui est de l'ordre du résultat, c'est les gains sur les taux de réussite étudiants. Et là, je ne sais pas si, Henri, tu peux en parler avec un micro. Retour sur investissement, c'est ça? Oui. Le fait d'améliorer la réussite, on a un retour sur investissement qui est important parce que finalement, ce qui nous coûte très cher aux établissements, ce sont les redoublants et les décrocheurs. Et l'intérêt de ce modèle économique, c'est de pouvoir intégrer ce coût. On n'en tient jamais compte quand on s'habitue à avoir 50% d'abondants en première année ou d'échecs. Et c'est ça qui coûte cher aux établissements. Donc l'intérêt, c'était d'augmenter de quelques pourcents ce taux de réussite pour avoir le retour sur investissement. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir complètement... Oui, en tout cas, c'était l'idée. Dans le programme, c'est de partir des expériences qui ont été faites pour voir les gains qu'on peut obtenir sur la réussite étudiante en passant à ce mode de pédagogie. Donc, encore une fois, sur la base d'une expérimentation locale. Mais le retour de la mise en application de ce modèle-là aujourd'hui, il n'y a pas d'expérience aujourd'hui. Merci. Lionel ? Oui, merci Pascal pour ce travail. Juste une réflexion sur la réussite. Je pense qu'il y aurait besoin quand même de travailler sur la définition de la réussite. Tout à l'heure, un des conférenciers a parlé de réorientation. Lorsqu'on a un jeune qui se réoriente, c'est au fond une réussite. Et quand je vois l'État donne des moyens pour la réussite, moi j'ai des warnings rouges qui s'allument et je me dis il faudrait manier ces modèles avec grande prudence et regarder et penser la réussite de l'étudiant avant de penser un taux de réussite d'une formation. Voilà, c'est vraiment la réussite qui est attachée à l'individu, et c'est quand on est flexible aussi dans ces modes d'évaluation. Deuxième remarque, et après j'arrêterai là, je pense aussi que l'organisation des formations induit aussi un comportement d'apprentissage du jeune. De l'étudiant. Moi, je le vois bien. J'ai encadré une formation d'enseignement à distance pendant 10 ans. En effet, ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire quand les cours sont rares, eh bien, on se les dispute, et on se dispute le temps enseignant. Et pour ça que je ne partage pas tellement l'idée qu'il y a des enseignants qui, a priori, seraient plus ou moins intéressés. Je pense que la modalité d'organisation aussi de ce qu'on propose peut induire un comportement d'apprentissage chez le jeune, et donc avoir une influence aussi sur son appétence à apprendre.
Alors, bon, les expériences sont différentes hein, sur l'intérêt des étudiants en cours, mais si on prend une première année de licence, on a quand même beaucoup d'abandons en cours de route et des choses comme ça qu'on ne va pas retrouver, par exemple, dans un IUT où on a présélectionné les étudiants et donc, a priori, on a un peu plus d'homogénéité des publics. Sur la réussite, je rajouterais aussi des difficultés à la mesure de la réussite, c'est que la réussite, elle peut s'autoproduire aussi. Si ce sont les enseignants qui dispensent les enseignements qui évaluent, on peut imaginer que s'il y a un intéressement à la réussite, peut-être que ça va augmenter naturellement les taux de réussite. Donc, ça suppose effectivement de bien définir ce qu'est la réussite et comment on l'évalue. Alors, là, très clairement, par rapport à cette notion de réussite, c'est plutôt l'idée d'obtenir, enfin, c'est la réussite à un diplôme, fondamentalement, à la fin. C'est combien d'années il faut pour obtenir une licence? Est-ce qu'il faut passer 5 ans avant de trouver la bonne licence en intégrant les questions de réorientation, ou est-ce qu'on peut y arriver en 3 ans? Donc, c'est plus ces notions-là qui sont en cause. Mais je suis bien d'accord que la question de la réussite, c'est une vraie question de mesure qu'il faut intégrer dans le système.